Merci beaucoup. Donc, je vous laisse la OK. parole, oui. Je vais juste enlever ça du coup. Donc je vais, rapidement présenter le Conseil de la coopération de l'Ontario. Comme son nom l'indique, c'est une entreprise qui agit dans l'Ontario. On est une entreprise sociale qui a été fondée, il y a bientôt 60 ans. Son but, c'est de contribuer au développement des coopératives et des entreprises sociales dans la province de l'Ontario. Donc aujourd'hui, ce mandat reste au cœur de notre activité, mais nous faisons bien plus que ça parce que nous livrons de très nombreux programmes et services avec toujours comme objectif d'avoir un impact social, économique positif partout où nous intervenons. Et il vient d'y avoir une restructuration dans laquelle on a créé un pôle impact. Donc, les services communautaires font partie de ce pôle. Et c'est en tout cas pour moi quelque chose que je garde à l'esprit au quotidien. Et donc, on est environ 30 personnes travaillant dans cette entreprise et nous avons 6 bureaux à travers la province. Bon, voilà ce qui était pour l'Ontario. Je propose de passer maintenant au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir la RSE comme atout méconnu de l'efficience d'une entreprise. Alors, je n'ai pas choisi le mot efficience par hasard et je voudrais expliquer, prendre un petit peu le temps avant de commencer, de parler de la différence entre l'efficience et l'efficacité, parce que ce sont deux mots qui souvent sont utilisés et qui s'intervertissent et ce n'est pas exactement la même chose. Donc, quand on parle d'efficience, de quoi est-ce qu'on parle? L'efficience, en fait, c'est la façon dont une entreprise va transformer, ses ressources telles que les gens, le temps, ou l'argent en activités utiles à l'entreprise. L'efficacité, c'est la vitesse à laquelle les activités de l'entreprise se traduisent par des résultats pour l'entreprise. Donc, vous voyez, il y a tout de même une petite, distinction et je voudrais ajouter un terme de plus, c'est la flexibilité d'une entreprise. Ici, on parle de sa capacité de s'ajuster aux changements, qu'ils soient réglementaires, sociaux, économiques ou environnementaux. Alors évidemment, on voudrait qu'une entreprise soit à la fois efficiente, efficace et flexible, mais ces objectifs, ils ne sont pas toujours compatibles simultanément. Et l'idée, c'est de trouver un juste équilibre. Si je prends l'exemple d'une entreprise qui se lance dans une démarche, on va dire une démarche RSE, qui va viser une efficience élevée, en adoptant par exemple de nouveaux processus, alors elle va perdre un petit peu pendant un certain temps en efficacité, mais c'est un compromis, un sacrifice presque, je dirais, qu'il faudrait faire pour ensuite tirer des bénéfices à plus long terme. Et c'est ça le terme, c'est que la RSE, c'est quelque chose qui doit se faire avec une vision à long terme. Alors, pour revenir sur la RSE, donc je précise que moi, quand je dis RSE, je pense à la responsabilité sociétale des entreprises. Donc, c'est encore un petit peu un terme que je vais préciser parce qu'on peut appeler ça la responsabilité sociale ou la responsabilité sociétale. Sociétale, pour moi, ça va un petit peu au-delà du social. Ça englobe plus d'enjeux qui sont au sein d'une société. Donc, cette RSE, malheureusement, elle souffre de pas mal de fausses idées. Et ces fausses idées, elles tendent à freiner sa mise en œuvre dans les entreprises. Donc, hem, notamment les idées préconçues qui sont fausses, c'est que la RSE, c'est coûteux, que ça ne rapporte pas grand-chose, et qu'en fait, en gros, on met en place de la RSE pour donner une bonne image à son entreprise. Ce que je voudrais vous démontrer pendant ce webinaire, c'est que la RSE, c'est en fait un vrai investissement. Et qui dit investissement, ça veut dire qu'il y a un retour sur investissement, qu'il y a de réels bénéfices à en tirer et que ce n'est pas juste un coût. Alors, vous m'excusez de regarder à droite parce que j'ai un deuxième écran ici qui me permet de partager mon PowerPoint et puis de voir en haut si ça se passe bien, parce que je sais que j'ai un petit décalage entre le moment où j'affiche d'un côté et puis ça s'affiche pour vous. Donc voici le programme de l'heure qui va suivre. On va faire une petite piqûre de rappel sur le développement durable et quelques termes qui sont associés au développement durable. On va faire un état des lieux mondial sur les progrès en termes de développement durable qui ont été faits ces 20 dernières années. Et puis, on va rentrer dans le cœur du sujet, à savoir la RSE. Pourquoi c'est important pour une entreprise et ce qu'elle peut en tirer? Quelles sont les entreprises qui sont concernées? Et on finira rapidement en parlant des coûts liés à la RSE. Je ne vais pas trop développer ce point-là parce que mettre en place une politique de RSE, ça peut être tellement différent que je ne vais pas vous donner, voilà, ça coûte tant d'argent, ça va être impossible. Je vais juste aujourd'hui surtout expliquer pourquoi et puis quels sont les bénéfices qu'on peut en tirer. Juste, je voudrais vérifier, est-ce que
J'ai un débit qui vous convient, parce que je sais que j'ai tendance à parler un petit peu vite en tant qu'ex-parisienne et mon français n'est pas toujours exactement le même qu'ici. Jonathan, est-ce que c'est OK? Pour ma part, oui, je dirais. Pour notre D'accord, traducteur, si vous pouvez y aller progressivement, peut-être que ça va être plus simple, mais jusqu'à maintenant, d'accord. je pense que c'est quand même bien, oui. OK, je vais faire un effort surhumain pour essayer de ralentir mon débit. Ça a été un enjeu toute ma vie, c'est d'arriver à parler un petit peu moins vite. Alors, on y va. Ben, on va commencer forcément par la définition du développement durable. Donc, le développement durable consiste à répondre à nos besoins actuels sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins. Euh, Comme vous voyez ici sur l'écran, le développement durable se situe à la croisée de l'économie, de la société et de l'environnement. Pourquoi? Eh bien parce que la vie dans nos sociétés, elle repose sur un ensemble d'interactions entre les hommes, leur environnement et les systèmes économiques. Et donc, la prise en compte de cette interaction est un élément essentiel pour tout projet qui se veut durable, qui se veut s'inscrire dans le développement durable. Vous voyez ici à droite 3 termes qui sont associés au développement durable et qu'on entend très souvent, les termes de équitable, viable et vivable. Alors, chacun de ces 3 termes se situe au croisement de 2 des 3 pôles qu'on a ici à l'écran. Et là, j'aimerais bien vous faire intervenir. Est-ce que vous pouvez me dire, quand on parle d'un projet équitable, selon vous, c'est un projet qui prend en compte les enjeux sociaux et économiques, sociaux et environnementaux, ou bien économiques et environnementaux? Un projet équitable. Si vous aviez cru que j'allais faire un monologue et que vous allez rester passif, c'est raté. Alors, est-ce que quelqu'un peut faire une suggestion, selon vous, équitable? Où est-ce que je Vous vais le pouvez mettre? lever la main ou bien peut-être l'écrire dans le chat, oui, Ou que dans je le chat? trouve. Ouais, Pourquoi pas les trois? Donc, ouais. Donc, il y a une personne qui dit peut-être les trois. les 3. Alors non, c'est un croisement de 2 sur les 3, justement. Bon, Jonathan, une suggestion. Ah, je vois des chats, pardon. Oui, dans Il la faut que j'ouvre mon conversation. chat. Économie et sociale. Vous voyez, c'est quand même un terme qu'on croise très souvent, ce n'est pas forcément très, très clair dans les esprits. Alors, équitable, effectivement, c'est entre économie et social. Quand on parle d'un projet équitable, alors vous avez peut-être entendu parler de commerce équitable pour le café, pour la cosmétique, même pour les vêtements, c'est-à-dire où est-ce qu'on va chercher les matières premières et comment est-ce qu'elles sont créées. Je peux vous citer quelques exemples. Ben Jerry's, Green Mountain qui fait du café et Fair Indigo qui est une marque de vêtements. Donc ça, c'est pour équitable. Alors pour viable maintenant, où est-ce que vous placez ça entre économie et environnement ou social et environnement? Un projet viable. C'est déjà plus facile, il n'y a plus que 2 possibilités, économie et environnement. Merci, effectivement. Donc ça, c'est un projet donc, qui répond aux enjeux économiques et environnementaux, mais par contre, il peut se faire au détriment des gens. Et bon, je mets le dernier, donc vivable, c'est entre le social et l'environnemental. Donc, vous voyez que ces termes donc qu'on voit très souvent, ils sont déjà très bien, mais ils ne couvrent qu'une partie des enjeux du développement durable. Et pour qu'un projet prenne en compte tous les aspects, on dit de lui qu'il est soutenable ou durable. Et dans ce cas-là, il se situe ici à la croisée des 3 pôles. Donc, vous voyez un petit peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui en termes justement de durabilité, de soutenabilité. Est-ce que vous connaissez ce que c'est le jour du dépassement? Est-ce que c'est un terme que vous avez déjà entendu? Pas l'impression. Alors, le jour du dépassement, c'est la date à laquelle l'humanité a utilisé toutes les ressources que les écosystèmes naturels peuvent renouveler au cours d'une année. D'accord? Donc, vous voyez ici que, évidemment, depuis les années 70, on a progressivement avancé la date
du jour du dépassement. Alors, je vous montre un petit peu ça. Euh, En 2010, le jour du dépassement était le 7 août, c'est-à-dire que le 7 août, on avait consommé toutes les ressources que les écosystèmes pouvaient renouveler au cours de cette année-là. Oui, nous sommes à crédit actuellement, absolument. En 2019, c'était le 29 juillet. Et regardez un petit peu ça. En 2020, le 22 août. Et à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé pour cette année 2021? Eh bien, on est revenu au 29 juillet. Pourquoi? Parce que la situation, vous l'avez compris, de pandémie mondiale fait qu'on a beaucoup moins pollué, beaucoup moins utilisé de ressources qu'on le fait depuis des années. Donc, on a pratiquement gagné un mois. Donc, effectivement, depuis 4 mois, nous vivons à crédit d'un point de vue environnemental. Et dans l'état actuel des choses, on aurait besoin de 1,6 planètes pour répondre à nos besoins, aux besoins que nous avons en ce moment en termes d'utilisation des ressources. Donc, vous êtes d'accord avec moi, une chose est sûre, c'est que la civilisation actuelle, telle qu'elle est, avec ses besoins exponentiels, n'est pas soutenable. Et pour beaucoup de gens à travers la planète, elle est ni viable, ni équitable, ni vivable. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour faire face à cette situation? On va voir un petit peu depuis les 20 dernières années, qu'est-ce qui a été mis en place. Alors, en 2000, vous voyez ici, dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies, 189 États ont adopté la déclaration du millénaire. Je trouve qu'ils ont trouvé un terme très pompeux qui donnait très envie. Cette déclaration impliquait des engagements principalement sur la réduction de la pauvreté, le développement et la protection de l'environnement. Elle a donné lieu aux objectifs du millénaire pour le développement, les OMD, avec une date butoir de 2015. Ces objectifs se décomposaient en 20 cibles quantifiables et qui étaient mesurées par 60 indicateurs. Donc, ils ont vraiment fait ça bien. Malheureusement, ça n'a pas été un grand succès. Et en 2015, lors de la COP 21 à Paris, ils ont remis ça et un accord a été signé maintenant avec les ODD, les Objectifs de développement durable. Donc ici, c'était 193 pays qui ont adopté ces nouveaux objectifs. Et maintenant, la date pour atteindre ces objectifs, c'est 2030. Il y a donc ici 17 objectifs qui se rapportent aux 3 dimensions du développement durable et ces objectifs se veulent tout d'abord universels, c'est-à-dire que l'ensemble des pays du monde est concerné et non plus uniquement les pays ciblés par l'aide publique au développement. Ils se veulent transversaux, c'est-à-dire qu'il y a maintenant de nouveaux secteurs qui sont concernés, la réduction des inégalités, les enjeux dans la ville, les modes de production durables, etc. Et ils se veulent transformatifs. Et ça, moi, j'y tiens beaucoup, c'est-à-dire que les ODD visent un changement de modèle de société, une réelle modification des comportements. Et c'est vraiment de ça qu'il s'agit aujourd'hui avec la RSE. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, ou plutôt en 2021? Ce que j'ai ici, c'est plutôt des chiffres de 2019, donc à 2 ans près, on peut espérer que c'est un petit peu mieux que ce qu'on va voir. Vous avez ici un tableau qui est extrait d'un rapport donc, de 2019 par des experts indépendants du SDSN, c'est le Sustainable Development Solutions Network. Donc, je vous décris rapidement ici, vous voyez que c'est un système de pastilles. En bas, vous voyez les couleurs des pastilles. La pastille verte, c'est l'objectif qui était atteint. Et on va progressivement jusqu'à une pastille rouge qui indique des objectifs pour lesquels les défis majeurs demeurent. Donc, si on regarde la ligne du Canada, qu'est-ce qu'on voit? Il y a donc 2 objectifs qui ont été atteints, les 4 et les 7. Ce sont la qualité de l'éducation et une énergie propre à coût abordable. Mais 5 objectifs rencontrent encore des défis. Alors là, c'est écrit un peu petit, je ne sais pas si je vais arriver à les lire. La pauvreté, le développement économique, les inégalités, les villes durables et la justice. Ensuite, 8 défis posent encore 8 objectifs posent des grands défis et les objectifs 12 et 13 sont loin d'être résolus. On parle ici de la consommation et la production durable et les mesures relatives au changement climatique.
Donc, vous pouvez voir qu'après 4 ans depuis le début du lancement de ces objectifs, il n'y a pas beaucoup de vert sur ce tableau, peu importe de quel pays il s'agit. Et en 2019, aucun des pays de l'OCDE n'était considéré comme étant sur la bonne voie pour atteindre l'ensemble des objectifs. Beaucoup d'organismes non gouvernementaux considéraient d'ailleurs alarmant le niveau d'avancement de certains objectifs. Cela dit, on peut rester optimiste après tout. On était là qu'un tiers du chemin. Il se passe des choses en ce moment en termes du développement durable. Je pense qu'on réalise un petit peu l'impact du réchauffement climatique sur beaucoup d'enjeux dans le monde entier. Donc, on peut espérer que les choses vont accélérer, en tout cas que les pays vont se donner les moyens d'accélérer les choses. Donc, on va passer à des choses un petit peu plus gaies maintenant. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des entreprises pour aider un petit peu le développement durable. Donc, ça y est, on va passer à la RSE. Avant que je passe à ça, je veux savoir si vous avez des questions ou est-ce que j'enchaîne directement? Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions dans le chat, je pense qu'il y en avait peut-être une un peu plus tôt qui a été posée par Jetro au niveau des méthodes de Ah, calcul de la date du jour de du jour de dépassement. dépassement. Alors, j'ai tiré ces chiffres par l'organisation, le WWF, le World Wide Fund. Tous les ans, ils sortent, ils font ce calcul. Alors, je ne sais pas techniquement comment ça se calcule. Ça doit être quelque chose d'un petit peu compliqué et de scientifique. Donc, peut-être qu'il faut aller voir sur leur site du WWF. Il y a moyen, ils expliquent un petit peu comment fonctionne ce calcul. Super, je viens de mettre le lien dans le chat, Ah, merci. donc pour essayer de voir. Je suppose que c'est la calcul de capacité de charge peut-être des écosystèmes, la biosphère, qui a les méthodes de calcul précises avec le nombre d'habitants, le nombre de gaz à effet de serre, de ressources. Mais c'est ça. Ouais. Oui, c'est sûrement un mélange de tout ça. Mais sans faire ce Puis, calcul, je pense qu'on sait qu'on consomme trop, de toute manière, de ressources. et puis La ensuite, peut-être une. présentation. Oui. Ouais. Ou sinon, l'autre question de Martino Vito, il demande la responsabilité sociale égale-t-elle la responsabilité sociétale? Donc, peut-être revenir sur cette distinction-là entre les deux, peut-être pour expliquer la différence. Alors, il n'y a pas une énorme différence. Le mot sociétal, c'est un mot un petit peu bizarre qui a été créé, inventé il y a quelques années quand on commençait à se poser toutes ces questions sur le développement durable, sur la durabilité des sociétés. C'est un peu le petit frère du social. Pour moi, le sociétal, comme je dis, ça englobe plus d'enjeux que le social. Le social, c'est juste l'humain, ses relations de l'un à l'autre. Le sociétal, c'est plus global. Donc, c'est pour ça, moi, j'aime bien utiliser ce mot parce que ça implique plusieurs sphères de la vie sociale de notre société. OK, est-ce qu'on peut continuer sur la RSE? Je ne sais pas si on est Oui, bien en termes de temps, ça va? ça va, oui. OK. Alors que je ne m'embrouille pas. Voilà, ça met un petit peu de temps à venir. Alors voilà, donc je ne sais pas si vous pensez que le terme RSE est un terme très moderne qui vient d'être inventé. En fait, la notion moderne de RSE, elle émerge des travaux de Howard Bowen, qui était un économiste et président d'université américain. Donc déjà en 1953, il mettait en avant les deux idées que vous voyez ici. Tout d'abord, que l'homme d'affaires ne doit prendre de décisions qu'en tenant compte des valeurs souhaitées par la société. Et deuxièmement, que les entreprises doivent intégrer la dimension sociale dans leur stratégie organisationnelle. Donc, on n'est pas juste dans le profit à tout prix. Il faut dire que M. Bowen a été critiqué jusqu'aux années 70 par ses caractères idéalistes de ses idées, mais je pense qu'aujourd'hui, il est très d'actualité. Et on parle ici principalement de la dimension sociale de la RSE. Or, la RSE englobe les 3 pôles du développement durable, puisque la RSE, c'est quoi? En fait, c'est la mise en pratique du développement durable par les entreprises. Elle va donc chercher, avec la RSE, à avoir un impact positif sur la société, à respecter l'environnement et tout en étant économiquement viable. Comment elle va faire ça? Alors, elle va faire ça et elle va trouver cet équilibre en construisant
sa RSE à l'aide des parties prenantes, parce que ce n'est pas l'entreprise toute seule qui met ça en place, en mettant en place de bonnes pratiques et voire en s'ouvrant à de nouveaux modèles économiques. Alors, je tiens quand même à préciser une chose importante, c'est que quand on fait de la RSE, c'est une démarche volontaire qui va au-delà des réglementations qui sont imposées aux entreprises. Un supermarché, par exemple, qui a une réglementation contre le gaspillage alimentaire, le fait qu'ils prennent en compte cette réglementation, ce n'est pas de la RSE, c'est juste normal. La RSE va au-delà et c'est une démarche volontaire de l'entreprise. C'est important de prendre ça en compte. Donc, j'espère qu'à ce stade, vous brûlez d'envie de savoir connaître les raisons pour lesquelles une entreprise a tout intérêt à s'engager dans une démarche RSE. C'est vrai que une question que se posent beaucoup de gens, c'est une entreprise qui fonctionne bien, aucune loi ne lui impose d'aller au-delà de la réglementation. Pourquoi est-ce qu'elle va se donner du mal à faire de la RSE? Ça prend du temps, ça peut être coûteux, c'est plein d'incertitudes parce que c'est un petit peu nouveau. Et le temps que cette entreprise va passer à parler gaspillage, à parler installation d'un baby-foot dans la salle de repos des employés, c'est un peu caricatural, mais c'est un petit peu ça. Eh bien, les concurrents, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont parler de part de marché et d'augmenter leurs profits. Donc, comme beaucoup ne le savent pas, et contrairement à l'idée reçue que j'ai dit tout à l'heure, la RSE, ça ne sert pas juste à donner une bonne image à une entreprise, c'est un concept qui est porteur de nombreux bénéfices et je vais vous montrer maintenant ces bénéfices. Ça met un petit peu de temps à apparaître, je suis désolée, il y a un petit décalage. Voilà. Alors, tout d'abord, de nombreuses études démontrent que les entreprises qui pratiquent la RSE sont des entreprises qui sont plus performantes du point de vue économique. Une étude de France Stratégie de 2016 déjà démontrait que la RSE procure aux entreprises un gain de performance en moyenne de l'ordre de 13%. Ça permet aussi de se différencier de la concurrence et cela est vrai autant du point de vue des consommateurs et des clients que des marchés. Selon le Reputation Institute, un cabinet de recherche spécialisé sur la mesure de management des entreprises, en 2017, les personnes sondées estimaient que 43% de la réputation globale d'une entreprise venait de sa prise en compte de la RSE. Et selon le Business in the Community, jusqu'à 80% de la valeur des actions d'une entreprise peut être influencée par sa réputation. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, ça permet aussi d'accéder à de nouveaux marchés. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises donneuses d'ordre privilégient dans leurs appels d'offres les fournisseurs ayant une démarche de responsabilité sociale. Je vous donne quelques exemples. Les entreprises Cascade, Rona ou Loblaws, elles adoptent une politique d'approvisionnement responsable qui tiennent en compte des codes d'éthique de leurs fournisseurs et sous-traitants en termes du respect des droits humains, de l'analyse de cycle des produits, etc., de cycle de vie des produits, pardon, et aussi des déchets. Donc, tout ça, c'est pris en compte et il faut savoir qu'il y a une évaluation de la conformité des fournisseurs qui est souvent faite par une firme d'audit externe, bien entendu, pour s'assurer que ces choses-là sont bien prises en compte. Donc, la RSE permet aussi d'accéder à plus de financement et de capital. Les institutions financières et les investisseurs sont désormais sensibilisés aux enjeux du développement durable et ils en tiennent compte dans les décisions d'investissement. En fait, l'engagement d'une entreprise envers le développement durable tend à devenir un gage de crédibilité, de saine gestion et de bon rendement aux yeux des investisseurs. Quelques exemples d'investisseurs qui privilégient des entreprises socialement responsables. Ici, voilà. Les Caisses des Jardins, elles ont créé les portefeuilles sociétaires qui sont destinés à investir dans les entreprises canadiennes sélectionnées selon les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le Fonds de solidarité FTQ prend ses décisions d'investissement en fonction de critères liés au maintien des emplois et à la présence des technologies novatrices. Et ce fonds, d'ailleurs, réalise un bilan social de chacune des entreprises qu'il finance.
et Investissement Québec a lancé en 2010 le produit financement écologique qui est destiné à financer des projets respectueux de l'environnement. Alors, c'est pas fini, je continue avec une deuxième diapositive qu'on va remplir, si ça veut bien. OK. Attirer, retenir la main-d'œuvre. Il faut savoir qu'une politique RSE, c'est un réel aimant pour attirer et retenir de la main-d'œuvre. Une entreprise qui privilégie des mécanismes de bonne gouvernance va nettement augmenter ses chances d'attirer une main-d'œuvre de qualité. Ça va favoriser un sentiment d'appartenance qui non seulement augmente le rendement personnel et donc la productivité de l'entreprise, mais qui permet aussi de réduire le taux de roulement et les coûts de remplacement de la main-d'œuvre. Est-ce que vous savez combien ça coûte à une entreprise de devoir remplacer quelqu'un qui a quitté son poste, toutes les démarches d'embauche de cette personne? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà estimé en dollars? Je attends, c'est pas trop. D'un côté, c'est beaucoup de temps, mais de temps, c'est de l'argent dans le cadre d'une Eh oui. entreprise. Donc, je ne sais pas c'est quelle proportion, c'est quoi que ça représente. Alors, la Society for Human Resources Management a mené une étude et a trouvé que le remplacement d'un employé coûte environ 3 500 $. Alors ça tient compte du recrutement, du temps d'entrevue, de la formation du nouvel employé et du coup de la baisse de productivité qui découle de tout le processus. Donc 3 500 $, si ça arrive plusieurs fois par année, quand même, ça commence à compter surtout pour les plus petites entreprises. La RSE permet aussi de réduire les coûts de fonctionnement. Donc ça, c'est grâce à l'optimisation de processus. Une politique RSE, elle peut engendrer une réduction des coûts considérables dans une variété de domaines, la consommation d'eau ou d'énergie, la production et l'enfouissement des déchets, parce que ça aussi c'est un coût, le transport, etc. En fait, quand on commence à se poser la question et de regarder certains processus et certaines factures, on réalise que certaines choses peuvent être mises en place très facilement et qu'elles commencent à avoir un impact. Je me rappelle, à l'époque, à Paris, je travaillais pour une association qui luttait contre le gaspillage alimentaire. Et il y avait des enjeux beaucoup dans les cantines de France. À commencer à l'école de ma fille, il y avait un gaspillage incroyable et les enfants, ils n'aimaient pas trop ce qui était servi. Et cette cantine faisait appel à une entreprise extérieure qui amenait des plats tout faits. Ils préparaient quelques salades et autres avec des produits. Bon, leur enjeu, c'était le coût. À un moment donné, ils ont décidé de complètement changer la façon de faire et ils ont décidé d'acheter des produits biologiques et locaux. Alors évidemment, le coût des produits était bien supérieur, mais ils ont vite réalisé au bout de quelques mois les choses suivantes. C'est que tout d'abord, ça ne leur coûtait pas plus cher parce il y avait beaucoup moins de pertes au niveau des produits qu'ils achetaient parce que ça venait de pas très loin et c'était des produits de qualité. Les enfants mangeaient beaucoup plus, ils aimaient beaucoup mieux ce qui était mangé et donc il y avait beaucoup moins de gaspillage alimentaire. Donc, c'était vraiment gagnant-gagnant. Et au niveau des coûts, qui est souvent un enjeu majeur pour les écoles, il n'y a eu aucune différence. Donc, c'était vraiment un vrai projet gagnant. Améliorer la gestion des risques. Alors, adopter une démarche de développement durable conduit à avoir une vision stratégique à long terme et agir en amont des problèmes. Donc, ça évite des risques en interne tels que des déversements de polluants, des accidents de travail, des grèves, des scandales financiers et en externe, ça peut arrêter, par exemple, les arrêts de l'approvisionnement. Si on parle par exemple d'entreprises dans différents secteurs tels que la pharmacie ou le textile, toutes deux sont dépendantes de matières premières naturelles, que ce soit des plantes médicinales d'un côté ou le coton de l'autre, qui peuvent venir à manquer suite à des dégradations du climat, ce qui est de plus en plus vrai, à des manquements au niveau des normes d'hygiène, ou à cause d'un scandale lié aux méthodes de production ou de travail des gens. Et donc, c'est là que des choix en matière d'approvisionnement, non plus aux fonctions du coût, mais en s'assurant des bonnes conditions de production, mais qu'une entreprise va se mettre à l'abri ou du moins réduit nettement le risque d'une rupture soudaine de l'approvisionnement.
Et enfin, le dernier point, ça devait arriver à un moment donné quand même, je vous promets, il n'y a pas une troisième diapositive. On va parler ici d'innovation et d'apprentissage. Pour changer ces façons de faire, il faut faire preuve de créativité et d'ouverture d'esprit. Et l'intégration du développement durable dans la planification stratégique d'une entreprise devient un levier, un catalyseur pour l'innovation et l'apprentissage. Alors, je parle ici d'éco-conception, de biomimétisme, de développement de nouveaux procédés et de services qui permettent une fois encore à une entreprise de se différencier et au final devenir plus efficiente. Donc, vous voyez quand même, la liste est longue des bénéfices. C'est pas, une démarche RSE ne va pas forcément générer tous ces bénéfices à la fois, mais en faisant les choses peu à peu, on finit par y arriver. Alors, j'ai une petite question pour vous. À votre avis, quelles sont les entreprises qui sont concernées par la RSE? Vous voyez plutôt ça des très grandes conglomérats ou est-ce que des plus petites entreprises, parce que peut-être que c'est plus facile à mettre en place, selon vous? Qu'est-ce qui serait le plus concerné par la RSE? Toutes les entreprises, vêtements, mode, oui. OK. Bon, alors la première réponse, c'était la bonne, même si la deuxième est vraie aussi. Évidemment, toutes les entreprises. C'est une démarche, la RSE, c'est une démarche transversale et flexible qui est à la portée de toutes les entreprises. Et quelle que soit leur taille, leur statut, même leur secteur d'activité, elles peuvent toutes mettre en place une démarche de RSE. Et je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, que les entreprises qui innovent au-delà des réglementations sociales et environnementales se hissent au rang de leader dans leur domaine. Et à l'inverse, celles qui s'investissent peu dans cette démarche et qui se privent, en plus de tous les bénéfices que je viens de dire, elles vont accumuler un retard qui, à un moment donné, va se ressentir parce que les réglementations plus sévères, elles vont venir, à mon avis, c'est obligé puisque les enjeux sont là et que les pays s'engagent à régler tous les problèmes qu'on a vus tout à l'heure dans le tableau lié aux ODD. Alors, on est rendu au moment fatidique de savoir combien ça coûte la RSE. Alors, comme je vous disais, je ne vais pas vous donner des montants. Par contre, je ne vais pas vous mentir, la RSE, c'est un engagement qui implique des dépenses auxquelles de nombreuses entreprises sont réfractaires, mais la RSE, il faut le garder à l'esprit, il faut le voir comme un investissement et pas comme un coût. Vous l'avez vu tout à l'heure, les retours sur investissement, ils sont nombreux et de toutes sortes. Et donc, la première question à se poser, c'est pas combien ça va me coûter, mais pourquoi je n'ai pas déjà mis en place une politique RSE. Donc, une démarche RSE, selon ce qu'on met en place, elle peut avoir un retour sur investissement rapide. Il y a eu un exemple au Québec des entreprises manufacturières qui avaient mis en place un système de réduction des effets environnementaux dans leur processus de production. Et elles ont réussi à avoir un retour sur investissement en moins de 16 mois en moyenne. Et suite à ça, elles ont bénéficié d'économies moyennes de 50 000 $ par an pour chacune de ces entreprises. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'une démarche RSE, elle peut se faire avec une méthode de petits pas qui ne met pas en péril la rentabilité d'une entreprise et qui ne représente pas non plus un investissement conséquent. J'avais assisté à une conférence d'un fabricant de moquettes. C'est comme ça qu'on dit ici les moquettes, on est d'accord, les tapis qui couvrent les... C'est de la moquette, hein, c'est ça? Je me fais avoir régulièrement avec des mots français qui ne sont pas les mêmes. Tapis, moquette, oui, ça va, oui. Tapis moquette. Donc, je ne sais pas si vous savez, les moquettes sont faites avec énormément de produits chimiques, de colle, de produits synthétiques. Et donc, ce fabricant a décidé de faire de la moquette cradle to cradle, du berceau au berceau. C'est-à-dire que tous les produits qui ont servi à fabriquer sa moquette, il voulait être capable de les réutiliser et de leur donner une deuxième vie. Vous imaginez, c'était quand même très ambitieux. Donc, il est parti dans une démarche de recherche et développement qui a duré 3 ans
et qui, il faut le dire, a failli mettre son entreprise au tapis parce que ça a coûté très cher. Il a dit la première chose qu'ils ont réalisé très vite, c'est qu'il y avait des dizaines et des dizaines de produits chimiques dans la moquette qui ne servaient à rien. Ils ne savaient pas pourquoi ils étaient là. C'est des choses qui se sont accumulées avec les années. Et je suis un peu sensible à la chose parce que je sais que les moquettes dégagent justement des gaz et tout ce qui est dans la moquette, ça finit par sortir dans l'air et ça pollue l'intérieur des maisons. Donc déjà, ils ont réussi à évacuer ça assez rapidement. Et ensuite, ils ont créé un système qui permet de réutiliser, de séparer le dessus de la moquette avec le dessous, là, un peu en caoutchouc, de récupérer tout ce qui était dedans et de le réutiliser. Ils ont aussi réfléchi à l'utilisation de la moquette. C'est-à-dire, vous connaissez tous les grands rouleaux de moquette qu'on met partout. Il se trouve que cette entreprise vendait de la moquette pour les bureaux. Et qu'est-ce qui s'use le plus dans les bureaux? Eh bien, forcément, les allées où tout le monde marche, les endroits où on roule avec les chaises. Donc, ils ont mis un système de moquette par carré. Et au lieu de remplacer toute une moquette d'une pièce entière, finalement, ils remplaçaient que des carrés, là où c'était usé. Donc, ils réduisaient le coût drastiquement et c'était aussi facile pour eux de réutiliser ces carrés. Donc, tout ça pour dire qu'au bout d'un moment où tout le monde a cru que c'était la fin de cette entreprise, ils ont réussi à passer le cap et à accomplir leur projet RSE et ils ont, du coup, c'est parti super bien et c'était il y a des années de ça, il faudrait que j'aille voir, retrouver le nom de cette entreprise, mais au final, le jour de cette conférence, ce directeur était très content de sa décision et c'était une belle histoire qui se finissait très bien. Il y en avait une autre sur, c'est étonnant, c'était un fabricant de chaises de bureau. Et au lieu quand on achète une chaise de bureau aujourd'hui, on casse une roue. Qu'est-ce qui se passe? Une roulette ou le manche, on ne peut rien faire, on la jette. Et bien, cette personne, ils ont fait de leur chaises des chaises entièrement démontables et qu'on pouvait remplacer quoi que ce soit qui se passe. Si on a brûlé le siège avec une cigarette, tout était possible d'être remplacé. Donc, vous imaginez bien la durée de vie de ces sièges, elle est quasiment infinie. Donc, ça, c'était des exemples qui me plaisent beaucoup. Et donc ensuite, la RSE aussi, il ne faut pas se faire une idée que c'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose qu'on peut faire, comme je disais, à petits pas et un projet à la fois. C'est-à-dire, on va choisir le rythme qui convient à une entreprise et choisir un thème donné. Et une fois que ça s'est fait, que c'est bien en place, après, passer à autre chose. Donc, on n'est pas obligé de faire une révolution en interne dans l'entreprise. Bien voilà, on arrive à la conclusion de cette présentation. J'espère avoir pu démontrer deux choses aujourd'hui, que le changement de paradigme vers une société plus sobre et plus durable n'est plus une option et que dans ce contexte, chacun d'entre nous et chaque entreprise fait partie du problème et donc fait partie de la solution. Et aussi que la RSE doit être vue comme une opportunité, un moyen de répondre aux défis auxquels une entreprise est confrontée et aux attentes de ses parties prenantes, tant sur les sujets sociaux, économiques qu'environnementaux. Donc oui, la RSE est un gage de pérennité et de résilience et d'efficience pour une entreprise. Et je voudrais finir avec une citation de Stephen Hawking qui disait très justement que l'intelligence, c'est la capacité de s'adapter au changement. Donc, soyons intelligents et adaptons-nous au changement. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre présence. Je vais laisser ça à l'écran. Si vous avez des questions, des commentaires, mon courriel est ici inscrit, isabelle.stein@cco.coop. Et si vous avez d'autres questions, qu'est-ce que je vois? Le livre de Crowd to Crowd, très intéressant. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, en fait. Merci, Je suis en train Isabelle, de pour lire la les commentaires. présentation. Oui, en fait, mais merci beaucoup pour cette présentation très claire, assez inspirante, qui montre bien, je pense, qu'il fait la démonstration qu'il y a plusieurs avantages liés à la RSE. Donc, on a encore du temps, une dizaine de minutes ensemble au moins, pour répondre à vos questions. C'était bien aussi, on a pu poser des questions durant la présentation, mais vous en avez peut-être d'autres aussi. Peut-être comment l'implanter dans votre organisation si vous en avez une, quels sont peut-être les risques, les enjeux liés à ça. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions si vous voulez, soit dans le chat, soit peut-être en levant la main ou en ouvrant votre écran si vous voulez la poser de vive voix. Alors, la RSE, les parties prenantes.
Alors, je suppose, qui sont les parties prenantes qui sont impliquées dans une démarche de RSE? Ben, comme je disais tout à l'heure, ça peut être les membres d'une coopérative, ça peut être les fournisseurs d'une entreprise. C'est selon le projet qu'on va mettre en place qu'on va voir qui sont les parties prenantes. Ça va changer à chaque fois. Comme je disais, une démarche RSE, on commence par des petits buts. Ça peut être quelque chose qu'on peut mettre en place lors de la création d'une entreprise et malheureusement, c'est quelque chose qui ne se fait pas beaucoup. Est-ce que vous avez déjà vu une entreprise se créer et dans la création d'entreprise, on a déjà intégré les enjeux du développement durable? C'est malheureusement pas quelque chose qui est encore très courant, mais les parties prenantes vont dépendre de quel est le projet de RSE qu'on est en train de mettre en place. Une approche privilégiée, mais là, encore une fois, il existe des agences, des organismes qui accompagnent des démarches de RSE. Alors, j'avoue que je ne sais pas très bien ici au Canada quels sont ces organismes, mais à mon avis, en cherchant sur Internet, on peut assez rapidement trouver qui est-ce qui est en mesure de… Déjà, il y a sûrement des outils déjà qui permettent d'évaluer la situation, parce que ça commence par ça, une démarche RSE, c'est commencer à regarder l'existant, où est-ce qu'on a des défauts à corriger, et ensuite faire une évaluation, etc. Donc, il y a des outils qui doivent être à disposition. Je suis sûre qu'il y a des organismes. Je suis désolée, je n'ai pas eu le temps d'aller regarder ça ici au Canada. Togo débute d'une loi cadre. Une loi cadre sur le RSE en 2022. Des conseils à donner au Togo? Alors là, ça ne va pas être facile. Oui, la RSE, ce n'est pas un problème. Je pense que le seul conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas effrayer les gens. Je pense qu'aujourd'hui, on culpabilise beaucoup les gens par rapport à la consommation, à la pollution. Alors, la société qui est là aujourd'hui, elle ne s'est pas faite toute seule. Ça a pris beaucoup de temps et le changement doit prendre du temps. Donc, il faut démystifier autant la RSE que tous les changements qu'on doit faire pour ne pas effrayer, pour que les gens y aillent en confiance. Et un autre conseil, c'est, comme je viens de le faire, démontrer que la RSE, ce n'est pas un coût, c'est un investissement qui a ses avantages et ils sont nombreux. Donc, c'est surtout ça, présenter cette chose comme étant une opportunité et pas l'inverse. Peut-être j'ai une petite question en ce sens-là aussi pour peut-être rebondir. Je me demandais si à travers le monde, il existait dans certains endroits, certains pays, des lois en fait qui encadrent la définition de la RSE ou qui en fait la promotion de façon plus systématique. Parce qu'une des critiques qu'on entend parfois, c'est que, étant donné que c'est une démarche qui est volontaire, qui peut se faire à différentes vitesses, à petits pas, ça la rend plus accessible, ça permet de faire des petits pas puis d'avancer. Mais en même temps, ça fait en sorte que peut-être les changements amenés au niveau sociétal, en termes de transition écologique ou ainsi de suite, avoir des lois, ça permettrait peut-être d'obliger un plus grand nombre d'entreprises à essayer d'adopter ce virage au niveau de la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux et peut-être donner plus de financement ou plus d'accessibilité à des trucs, à certaines plutôt qu'à d'autres. Mais je me demande s'il y a des endroits où c'est une démarche qui est purement volontaire. Est-ce qu'il y a des lois ou des pays qui essaient de privilégier, systématiser cette approche? Alors, j'ai donné quelques exemples tout à l'heure de démarches mises en place par les gouvernements, par les donneurs d'ordre pour encourager la RSE. Et évidemment, il y a un moment où il y a une frontière entre la réglementation et la RSE, et cette frontière va tendre à aller plus… ce qui aujourd'hui est considéré de la RSE va peut-être dans quelques années être des réglementations obligatoires. Si, par exemple, le tri des déchets, dans ma ville à l'époque, quand j'ai emménagé près de Paris, le tri des déchets ne se faisait pas. On pouvait le faire de façon volontaire et faire des apports. Et à un moment donné, c'est devenu obligatoire. Et puis, on avait tous des poubelles. Et quand on ne faisait pas le bon tri, on se faisait taper sur les doigts. Et on sait déjà que d'ici quelques années, le ramassage des ordures, des déchets ménagers va être payant pour les particuliers et pour les entreprises. Les petites entreprises qui sont dans les villes. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, cette image est vraie. Je parle des individus, des personnes, mais c'est pareil pour les entreprises, les personnes qui ont commencé à trier depuis quelques années et qui ont pris le pli. Le jour où ça va être payant, où leur poubelle d'ordures ménagères va être pesée par le camion et ils vont être facturés, mais ils auront un temps d'avance sur les autres qui vont devoir tout prendre à zéro. Donc, je ne sais pas exactement quels sont les pays qui sont plus en avance. Le problème, c'est que moi, j'ai baigné dedans en France, donc je pourrais dire la France est très en avance, ou il y a beaucoup de choses qui sont faites, mais en fait, c'est parce que c'est un peu mon domaine, donc je ne suis pas très objective là-dessus.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des gens qui ont d'autres questions dans le chat, dans la conversation? Peut-être que l'année prochaine, on pourrait faire un webinaire sur plus. Moi, j'aimerais beaucoup rentrer plus dans le détail, donner des exemples de mise en place de RSE, des exemples vécus, et puis aussi quels sont les outils disponibles et comment est-ce qu'on fait ça. Oui, Donc, ça pourrait être une séance numéro 2, pratico-pratique. Maintenant qu'on est convaincu par la démonstration, comment merci. on s'y prend, quelles sont les différentes étapes à suivre. Et sur ce point, est-ce que le CCO, vous avez des sites web ou des références autres qu'on peut mettre dans le chat ou ailleurs pour voir quels sont les outils d'accompagnement qui viennent avec ce genre de démarche? Alors, au CCO, ce n'est pas tellement notre domaine, là, les démarches RSE. J'aimerais bien que ça le devienne parce que on continue, comme je disais, à faire beaucoup de choses. Je vais voir demain, je monte à Toronto, je vais voir monsieur Jérémy et je serais très heureuse de lui en parler, de voir si effectivement c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en place. Euh, Déjà, chez nous, il y a de la RSE qui est faite pas mal sous le niveau social, effectivement. Euh, mais ouais, comme je vous disais, j'ai pas eu le temps d'aller chercher au Canada ce qui se fait en termes de RSE. Si au CEO, je suis plutôt partie sur la coopération des les entreprises sociales, mais c'est quelque chose qui devrait être fait beaucoup plus par tout le monde. Est-ce qu'il y a des différences significatives avec le Québec et l'Europe ou Canada-Europe? À mon avis, c'est à peu près équivalent parce que je vois beaucoup de similitudes entre les deux et les possibilités d'être accompagné, je pense, vont être les mêmes dans les deux. Et surtout qu'on peut très bien utiliser des outils français, Novetic et d'autres organismes français. On peut les utiliser parce qu'ils sont à disposition en ligne. On peut les utiliser ici au Canada. Il n'y a aucun problème pour ça. Ah, une entreprise doit-elle directement implémenter des projets liés à la RSE ou simplement financer des activités d'autres organismes? Alors, financer des activités d'autres organismes, alors ce serait pas, oui, ça peut être de la RSE, mais c'est quand même plus intéressant de le faire en interne parce que du coup, ça veut dire, je suppose, l'idée ici, c'est de financer d'autres activités. Est-ce qu'on pourrait préciser cette question? J'ai trop, parce que je ne suis pas sûre de comprendre. Peut-être vous pouvez ouvrir votre Est-ce que, micro aussi, si vous voulez la est-ce que la poser de vive question, voix. c'est, est-ce qu'on considère Oui, que oui, en fait. l'entreprise fait de la RSE si elle finance la RSE dans une autre entreprise? C'est Oui, ça la question? bien sûr, c'est la question. Parce que je me demande si faire de la RSE directement au sein de l'entreprise exige d'embaucher du personnel pour ça. Ah, Euh, ouais. mais si Ça, c'est une excellente. qui euh, sont un peu près de la mission. Voilà, c'est bon, c'est ça en fait. Mhm. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir tout entendu. J'ai entendu la première partie. Est-ce qu'il faut embaucher quelqu'un pour ça? Je vais dire, ça dépend un petit peu de la taille de l'entreprise. J'aurais plutôt tendance à dire que non, parce que là, par contre, on commence à partir sur un projet un petit peu ambitieux, mais si on a les moyens, faisons-le. Ce qui est souvent, c'est qu'on se fait accompagner par un organisme dont c'est le métier d'accompagner ces projets. Sinon, quelqu'un au sein de l'entreprise peut entreprendre la démarche grâce aux outils qu'il ou elle peut trouver en ligne. Ça va dépendre de niveau d'ambition, de la taille du projet RSE qui va être entrepris. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, bon, c'est bon. Merci. Yes. OK. Merci beaucoup. Je mets aussi un lien dans le chat d'une norme ISO aussi 26000, je pense, la RSE. Puis pour répondre à la question de façon complémentaire, ce que j'ai cru comprendre aussi, c'était que c'est un cadre assez souple, mais qui existe à l'échelle internationale aussi, ce qui est intéressant. Donc, vous pouvez l'appliquer dans différents endroits à travers le monde. Peut-être qu'il va y avoir des petites différences, mais il y a quand même des standards qui fait que c'est un discours qui est accepté mondialement. Ce qui fait que c'est ça, ce qui se fait au Canada, aux États-Unis, c'est plus entreprise par entreprise. Peut-être qu'il va y avoir des différences plutôt que par endroit à travers le monde. Oui. Oui, il y a les ISO, il y a aussi les labels. Il y a toutes sortes de labels qu'on peut choisir en fonction des thématiques qui sont plus ou moins importantes pour notre entreprise. Super. Est-ce qu'il y a peut-être Oui. une dernière question? On arrive vers la fin, il est rendu 1h01. Je ne sais pas s'il y a encore une... Ou est-ce qu'on aurait conclu pour cette activité, ce webinaire du dîner?
il y a des gens qui sont intéressés par le webinaire directement, par la présentation visuelle. Je pourrais prendre en note vos adresses courriels si vous le voulez. Donc, il y a 2 personnes qui ont demandé, je ne sais pas si vous acceptez de partager votre présentation. Isabelle, je pourrais vous transmettre leur Oui. courriel peut-être. D'accord, oui, je le mettrai en PDF. Je me rends compte là que j'ai eu un petit problème de typographie. Je crois qu'elle a changé en passant de mon ordinateur, de mon PC à mon Macintosh. Mais non, mais avec plaisir, bien sûr. Super. Donc, on voit que ça a Ok, quand même assez intéressé différentes personnes. Donc, je prends vos différentes adresses courriels en note pour ceux et celles qui ont participé. Écrivez-les dans le chat. Puis, si vous avez d'autres questions, restez en contact avec le CCO et vous avez les coordonnées d'Isabelle ici. Vous pouvez lui écrire directement. Et puis, c'est vraiment un sujet, je pense, hyper d'actualité. Je vois que ça soulève de l'enthousiasme pour les gens qui étaient là. Donc, merci beaucoup à Isabelle d'avoir présenté aujourd'hui. Je pense avoir donné les grandes lignes, les grands arguments en faveur de cette approche. Merci aussi à Jean dans la salle de traduction français-anglais. Merci d'avoir interprété cette séance aussi pour ceux et celles, je ne sais pas lesquels ont eu usage de cette chose, mais n'hésitez pas par la suite à nous poser des questions pour la suite. Donc, merci beaucoup. Merci à tous, j'étais ravie d'être là et avec plaisir, on remet ça l'année prochaine pour la suite. Super. Parfait. Ok, Donc, je prends note de vos coordonnées. N'hésitez pas à écrire à Isabelle directement pour la suite aussi. Donc, au revoir tout le monde. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et on se retrouve pour la prochaine activité qui va avoir lieu au mois de janvier. Donc, on vous tient au courant sur notre page Atelier d'innovation sociale Maurice Bélanger. Merci beaucoup, merci, bonne journée Isabelle. à tous et à toutes. Au revoir, Jean. Au Au revoir, revoir. tout le monde. Merci beaucoup, Isabelle, pour la présentation. Ça s'est quand même bien déroulé. Ok, Il y avait un peu moins de personnes que j'avais anticipé. Je pensais qu'on allait au moins être entre 15 et 20. Finalement, les 12 en tout dans la salle, mais dans les faits, avec nous, il y avait peut-être autour de 8-9 personnes qui sont venues. Mais c'est bien. c'est quand même bien. Ouais, pour une heure du dîner comme ça, pour un petit webinaire sur la RSE, c'est quand Ouais. même bien. Mhm. On fait des webinaires sur les finances dans la région de nord de l'Ontario en ce moment. Et quand Mhm. on a 12-15 inscrits, on a 2 qui viennent. 2 qui viennent, Waouh. c'est ça. Ouais. Ou 2 qui viennent, c'est genre, waouh. Ouh. Donc, OK, problème. c'est quand même des gens. Mais Ça bon, avait l'air bien intéressant. Ça a suscité l'enthousiasme. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être vous transmettre les courriels des différentes personnes qui se sont montrées oui, intéressées. Puis, on pourra